Bonjour, nous voilà réunis toujours pour notre série Le Zodiaque autrement, avec le taureau, le second des signes du zodiaque dans la liste habituelle. Nous avons vu que le bélier, ayant fini par être calé sur l'équinoxe de printemps, il s'est retrouvé comme le premier de la liste, même si dans notre zodiaque égyptien, il regardait vers l'arrière plutôt que de foncer. Et nous allons donc parvenir au taureau. Nous allons suivre le même plan que pour le bélier et ça devrait maintenant être plus facile, plus fluide, dans la mesure où les deux premières vidéos vous ont expliqué les bases de la logique permettant de parvenir aux types zodiacaux et nous avons fait nos premières armes avec le bélier. En premier lieu, une petite incursion dans l'imagerie, c'est-à-dire pourquoi le taureau, l'origine lointaine qui se situe en Mésopotamie, et l'imagerie qui se fixe définitivement avec l'aide-mémoire égyptien qui est donc plus récent. L'origine lointaine. Les Égyptiens empruntèrent probablement l'image aux Mésopotamiens, qui parmi les astres du chemin d'Anu, c'était un des dieux de Mésopotamie, il y avait trois grandes voies dans le ciel, distinguait le taureau du ciel avec son étoile principale, dénommée la mâchoire du taureau. En fait, il y a dans le zodiaque 4 étoiles de première grandeur, donc particulièrement visibles. L'une d'entre elles est l'étoile que l'on nomme Aldébaran, de par son nom arabe, qui est surnommée l'œil du taureau, parce qu'elle est au centre, ou elle était au centre, et de la constellation du taureau. Et en même temps, cet œil du taureau eh bien, était jadis la mâchoire du taureau en Mésopotamie. Donc nous avions déjà là le taureau, le bœuf qui était présent. Repéré, représenté attelé à un chariot, le taureau mésopotamien occupait déjà cette partie du ciel. Repéré dans le ciel grâce à Aldébaran, cette constellation était associée au printemps dans la Mésopotamie du troisième millénaire avant Jésus-Christ, donc avant que le zodiaque à 12 signes d'égale étendue finisse de se façonner. Considéré comme le plus fertile des signes, le taureau fut très révéré. Quand Alexandrie va donc finir de fixer l'imagerie en empruntant donc aux ancêtres, aux voisins mésopotamiens, eh bien le taureau va véritablement s'imposer. Quand la pleine lune se produisait dans cette case du zodiaque, ou bien quand, au moment du coucher du soleil, se levait de l'autre côté, à l'horizon, cette case du zodiaque, ce qui revient au même, les eaux du Nil s'étaient suffisamment retirées pour que le bétail soit attelé et occupé à labourer les terres. Nous avons donc ici cette aide-mémoire par rapport à la vie agricole égyptienne. Durant ce même mois, les Égyptiens accouplaient les bêtes, et sur les zodiaques de Basse-Égypte, donc autour des débuts de l'ère chrétienne, il est figuré par un veau bondissant. C'est le veau ou le taureau ou le bœuf, comme vous voulez, qui fonce dans notre histoire. Nous avons donc toujours dans nos fiches l'image du zodiaque de Dendera, pour avoir donc une image qui soit ancienne, antique, j'allais dire. Nous avons le sigle tel qu'il est aujourd'hui. Alors aujourd'hui, c'est très nettement une tête de taureau, mais ce signe est relativement tardif. Bien souvent en Égypte antique, ce signe était représenté par un phallus qui montrait la fertilité, l'ensemencement également des terres. Et le mot qui désignait ce phallus se prononçait de la même façon que le mot âme,
force vitale, et puis que le mot bœuf, d'où peut-être une association entre les deux. Les hiéroglyphes que je vous ai représentés ici ont été perdus de vue et n'ont plus donné de signe de vie, sauf si on voulait absolument, mais là, il faut voir ce qu'en diraient des archéologues rigoureux, sauf si on voulait voir dans les cornes du taureau euh, un héritage de ces deux bras. Mais là, je suis très très réservé, je suis très très prudent avec les rapprochements parfois un peu faciles. Donc, vous gardez en tête que, une fois de plus, le taureau était l'une des constellations du ciel mésopotamien, et quand notre zodiaque a fini de se structurer, eh bien, cette image-là s'est imposée parmi d'autres, puisque des constellations, il y en avait de multiples et qui n'étaient pas tracées comme aujourd'hui. Voilà donc pour le sigle, l'imagerie, et nous allons passer à notre seconde partie, qui est donc notre récapitulatif des attributs de cette case taureau. De quoi détient-elle sa vertu, sa force efficace, et quelle est la nature, la qualité de cette force efficace? Eh bien, le taureau est un signe nocturne, donc un signe plutôt tourné vers le dedans, un signe lunarisé, dirons-nous. Le taureau est un signe fixe, donc qui a tendance à stabiliser, à assurer la permanence, la fixité, mais parfois aussi l'inertie ou l'immobilité. Le taureau est un signe froid et sec. Or, le froid cristallise, c'est-à-dire que le froid est un petit peu l'ennemi du dynamique, et il agrège les choses ensemble quand ça congèle. Et il agrège, il rend solide ce que la chaleur avait au contraire liquéfié ou dissous. Et puis, nous avons vu que le secte est compact, résistant, dur. Voilà donc des traits qui viennent s'imposer au taureau. Et le taureau est le domicile de Vénus, donc domicile nocturne, si bien que c'est une Vénus un peu intériorisée, et en même temps très stabilisée compte tenu de ce que nous avons vu tout à l'heure. Donc il y a à la fois un besoin d'harmonie, mais d'harmonie stable. Donc d'harmonie posée, d'harmonie avec des repères. Et la Lune, qui représente l'humidité radicale, pour prendre les termes anciens, c'est-à-dire la souplesse, la flexibilité, la fluidité, il est tout de même exalté, ce qui limite la dureté du signe. En fait, c'est un petit peu comme le glaçon. C'est-à-dire que le glaçon, c'est de l'eau congelée, c'est-à-dire que virtuellement, c'est un fluide, un liquide, mais qui ponctuellement se présente de façon un peu sèche, cachante, compacte, durcie. Et le taureau est l'exil de Mars, si bien que les qualités de violence, de combat, selon qu'on prend la qualité ou le défaut de Mars, sont plutôt carencées chez le taureau, qui peut réagir plutôt par la force d'inertie que d'être un battant-guerre. Comme je l'ai fait pour le bélier, je vous rappelle que le comportement, ce sont des traits de caractère très standards, tels qu'on peut les trouver dans n'importe quel livre de vulgarisation, juste pour faire le rapprochement entre ce genre de littérature et la clé que nous venons d'évoquer, qui aboutit à ces déductions. Le corps humain, la maison, les lieux, etc. Voilà donc la première partie de ce décodage, qui est due aux catégories dont relève le taureau.
Et nous allons regarder maintenant la matrice. Donc vous avez compris le système. Supposons que je sois venu au monde quand le taureau se levait à l'horizon. En langage astrologique, ça veut dire que je suis ascendant taureau. Et quand les anciens parlaient, et quand les anciens parlaient, et quand les anciens Et quand les anciens parlaient de la bonne ou de la mauvaise étoile, c'était en réalité l'astre et ensuite le signe qui se levait à l'horizon au moment de la naissance. Voyons donc quelques déductions qui peuvent nous donner l'extrémité du fil d'Ariane pour ensuite développer, méditer, amplifier le type zodiacal taureau. Le taureau, c'est le domicile de Vénus, c'est l'exaltation de la Lune. Nous lirons donc et commenterons ces deux cases en vous laissant découvrir les autres et en sachant bien sûr que rien de tout cela n'est définitif ou suffisant. Pour un ascendant taureau, Vénus me représente puisque le taureau est dans la maison numéro 1 ou
est la maison numéro 1 et donc son maître, son propriétaire, Vénus, me représente. Or, si je compte bien, Taureau, Gémeaux, Cancer, Lion, Vierge. La chute de Vénus est en maison 5 la plupart du temps. Ça montre visiblement des problèmes relatifs à la question des enfants, soit que l'entente avec eux puisse être difficile, soit que certains d'entre eux soient source de souffrance pour moi. D'autre part, Vénus régissant la maison 1, étant propriétaire du taureau, eh bien, pour un ascendant taureau, gémeaux, cancer, lion, vierge, balance, Vénus est connectée à la 6e case, à la 6e maison, dans la plupart des thèmes. Eh bien, Vénus, ce sont les plaisirs de la vie, le fait d'aimer prendre plaisir à l'existence, mais ça connecte aussi avec la maison de la santé. Donc ça peut signifier que si problème de santé il y a, ils peuvent venir parfois plus fréquemment du fait d'avoir quelque peu abusé. En revanche, si je pars du taureau et que je compte jusqu'à 11, je me retrouve dans la case, la maison numéro 11 avec les poissons, qui sont l'exaltation de Vénus. La 11, ce sont les relations amicales. La 11, c'est la clientèle, donc le contact avec toute forme de groupe ou de gens du dehors. Si bien que cette exaltation de Vénus, ce, ce territoire où Vénus est exaltée étant lié à cette maison 11, ça favorise les relations amicales, ça favorise les projets impliquant une clientèle, par exemple. Et nous pouvons ainsi poursuivre les règles. Les anciens considéraient que les maisons 12 et 6 n'étaient pas très favorables au mariage ou pour à la vie commune, en tout cas pour diverses raisons. Donc, du coup, euh, comme Vénus est maître de la maison 1 et que Vénus est un petit peu portée vers les compromis, n'aime pas le conflit, a plutôt dans sa tendance face au conflit à essayer d'esquiver. Pour quelqu'un qui est ascendant taureau, la 7e case sera en scorpion, qui est régie par Mars. Et comme le Mars, lui, a tendance à s'imposer, ou à chercher à être le premier, ou à chercher à dominer, eh bien, il peut parfois y avoir, sauf si les planètes telles qu'elles sont disposées dans la réalité disent le contraire, mais une tendance à faire des compromis un peu trop grands pour esquiver le conflit et ensuite se retrouver avec une situation de couple peut-être difficile. Voyons la Lune, puisque le taureau, c'est le lieu d'exaltation de la Lune, mais pour le taureau, le cancer, qui est le domicile, le territoire de la Lune, est dans la 3e maison. Donc, taureau, gémeaux, cancer. La 3e maison, ce sont les déplacements. La 3e maison, ce sont les frères et les sœurs. Puisque la planète qui va représenter déplacement frères et sœurs est exaltée chez moi, maison 1, eh bien, ça peut à la fois montrer des déplacements, ça peut montrer des liens importants, forts avec les frères et sœurs, mais comme il s'agit de la Lune, qui est l'astre le plus variable, dont la forme change le plus et le plus vite, ça peut donner aussi une très grande instabilité dans ces domaines-là. Nous avons vu quelques exemples justement avec la Lune dans la seconde vidéo consacrée aux généralités sur le zodiaque. Voilà, je vous laisse découvrir la suite et comme pour le bélier, je vous donne un vieil aphorisme, une vieille règle qui vous montre
une trouvaille d'un astrologue relatif à ces matrices zodiacales. Ascendant Taureau, Henri Ranzo nous dit que selon Ptolémée ou selon un texte dont il a hérité et qui est attribué à Ptolémée, pour un ascendant Taureau, la Balance est en 6e maison. Ça peut fragiliser la santé. Mais nous l'avons vu d'ailleurs tout à l'heure, c'était une de nos propres petites trouvailles, si nous abusons trop. Mais si Vénus, qui est donc la propriétaire des cases des maisons numéro 1 et 6, est bien disposée, si elle est elle-même dans ciel,